je suis à table avec Monsieur Guernaud, là, dans un magnifique cadre qui est la région de Saint-Ferdinand, Bernier-Ville. Et on va évoquer, pour commencer, la relève, c'est ça, Monsieur Guernaud, vous avez pris la relève de Monsieur Michel Duquesne, qui est très connu pour son... Dufresne, qui est très connu, là vous l'aviez souligné tout à l'heure, qui est très connu pour son dictionnaire, qui est très commode, qui m'a beaucoup servi. Il est un petit peu, ben justement, c'est normal, parce que c'est un ouvrage cher, il faut bien évidemment... Voilà. Et donc, il avait, en dehors de cela, apparemment, il avait lancé une série, un grand projet, c'est ça, que je ne connaissais pas. Il avait commencé par étudier toutes les centuries. Oui, il a écrit des centuries par centurie. Alors, il a interprété. Oui. C'est le meilleur interpréteur. Il habitait où? Il habitait au lac Saint-Jean. Donc, en fin de compte, ceux qui ne connaissent M. Dufresne que par son dictionnaire ne le connaissent pas vraiment bien. Ah non, ils ne connaissent pas vraiment bien. Moi, je connais. C'est le meilleur exégète. Voilà, donc il faudrait déjà rendre hommage à M. Dufresne, parce qu'il a fait d'autres travaux dont vous êtes le continuateur. Et quel était... Alors ça, c'est un ouvrage... Un ouvrage qui a été publié en 1999, mais bon, la 10e centurie qui a été publié à France Loisirs. Ah oui, c'est ça. Ben, les 10 centuries sont concentrées. Donc, il était donc à France Loisirs. Mais il n'était pas paru. Il est paru que directement à France Loisirs. C'est curieux parce que France Loisirs, c'est une grande diffusion, France Loisirs. Mais avant, c'était paru chez JCL, c'est ça? Oui. JCL, c'est une édition québécoise? Oui. D'accord. Pour monsieur, j'aurais aussi, si vous aimeriez mieux l'avoir avec riz, ça peut être avec du riz, ou ça peut être aussi avec frites. Non, ça va comme ça, monsieur. Patate grecque. Vous pouvez mettre un peu de... Non, je crois que c'est bien comme ça. Oui. Okay. Pas de problème. Et donc, voilà, on rend justice un petit peu. Quand on connaît les gens que partiellement, on ne leur rend pas justice. Pouvez-vous nous dire, puisque vous dites que c'est un des meilleurs exégètes, pouvez-vous nous dire quels ont été les apports de Michel Dufresne à la compréhension des... C'est vraiment l'ordinateur pour compiler toutes les données et comparer vraiment systématiquement toutes les recherches qui avaient été faites. Oui. Et ça, c'est effectivement c'est son côté organisateur. Mais qu'est-ce qu'il en a tiré finalement? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce que ça lui a permis de... Ça lui a permis d'interpréter toute l'œuvre. Oui. Pouvez-vous nous donner des exemples de la subtilité ou de la valeur de son interprétation? On peut prendre n'importe quel quatrain au hasard. Oui. C'est vraiment extraordinaire. C'est pas... Parce que lui, il compare, il regarde l'interprétation de tous les exégètes connus, enfin, les plus connus. Après ça, il va en profondeur dans l'analyse du quatrain. Puis, 80% du temps, il arrive à une conclusion différente, qui est vraiment axée sur la signification des mots. Alors, est-ce que ça lui permettait de... est-ce que son travail, c'était de prévoir à travers... Dans l'histoire aussi, universelle, c'est ça, moi aussi d'ailleurs. On fait une recherche dans toute l'histoire universelle, voir si ça s'est vraiment produit après avoir compris le quatrain. Oui. Et puis, depuis l'époque, depuis l'apparition des centuries. Exactement. Oui. Et puis, souvent on trouve ce que personne n'avait trouvé. Pourtant, ça devient évident une fois qu'on le trouve, là, parce que ça s'est passé. Dans le futur, c'est difficile parce qu'il y a des connotations dans les quatrains de l'époque à venir. Et puis, c'est plus compliqué. Ceux qui sont dans le passé, c'est compliqué. Enfin, Nostradamus, c'est le 10e centurie. Voilà. On fait le résumé de toutes les centuries précédentes. Oui. Et là, si vous voyez du 16e au 20e siècle, c'est comme un livre d'histoire. Finalement, Nostradamus avait... Oui, d'ailleurs, je crois que Brandebourg parle... Enfin, je crois que c'est... aurait pu écrire un livre d'histoire. Historien et prophète. C'est l'expression d'ailleurs de monsieur de Fontbrune, il parle de Nostradamus, historien et prophète. Ah oui.
l'impression de qu'il... Font-Brune, qui était un des pionniers extraordinaires. Vous parlez du père ou du... Du père, Oui, c'est ça. il est encore plus un pionnier. Mais son fils aussi a fait beaucoup pour vulgariser l'ouvrage. Et vous-même, donc, et donc il a publié, déjà, il y a John Q, ça fera, il y aura eu 10 volumes qui seront parus finalement. Il y a 10 volumes qui sont parus. D'accord. Effectivement. Donc, Maintenant, bon, pour ce qui est des éditions qu'on a utilisées, il y en avait qui n'étaient pas encore comme celle qu'on utilise là, en ce moment de 55, en tout cas l'édition de base. oui. N'était pas encore vraiment. Donc, vous celle que travaillez- Chamara a découvert, là, puis. Benazra, oui, c'est ça. Benazra, Oui, donc vous travaillez sur alors, d'autres éditions. on a travaillé sur des éditions qui nous paraissaient. On avait 5 éditions de base, c'est-à-dire Oui. qu'il y en avait une qu'on avait publiée. Mais qui est celle de 1605 finalement. Qui n'est pas très très valide. Puis on avait 4 autres à comparer, mais là, c'était vraiment pour comparer des éditions, mais sans savoir quelles étaient les meilleures. Maintenant, on Oui. sait. Maintenant, ce qui est possible, si on Ah oui, on réédite refait ça, un peu si on autrement. le Ah oui. revise, Ah oui, oui, c'est si ça. on revisait, c'est sûr qu'on va avoir des meilleures éditions. Mais ça nous donne une idée quand même, en comparant les éditions, quelles étaient une approximation de ce que Nostradamus avait écrit. Oui, c'est Parce l'idéal. que- L'idéal, c'est d'arriver à reconstituer. Même si c'est presque la même chose dans 90% des cas, là, il y a quand même comme un 10% où il faut se questionner si c'était des mots sur les mots eux-mêmes, puis c'est en comparant les éditions, parce qu'on n'a pas évidemment les écrits originaux de Nostradamus. Alors, pouvez-vous nous expliquer justement comment on fait pour déterminer quel était le bon texte? Faut y aller, Vous avez avec plusieurs- la vous avez logique, plusieurs- quels sont faut y les aller critères avec qui permettent la de- rime, faut y aller avec Oui. le sens le plus probable. Oui. Des fois, c'est difficile. Et est-ce que ça correspond forcément à celle qu'on considère comme la première? Est-ce que les bonnes éditions se dispersent, sont réparties entre plusieurs éditions, ou est-ce qu'il y a une édition qui a toutes les éditions, qui ont des rimes qui sont très valables, mais qui sont supposées être des anté-éditions, qui ne correspondent pas avec les premières éditions. C'est difficile à dire parce que Voilà, c'est ça. il y a certains quatrains qui vont rimer dans les éditions anté-éditions, alors que, ou comme le premier ou le deuxième quatrain, là, où on parle de. C'est pas non. À votre avis, les variantes, elles sont dues à quoi? C'est des erreurs? C'est des volontés de changer le texte délibérément? C'est quoi? Le premier quatrain, quand Oui. il dit ferait prospérer qui n'a pas que vin, en réalité, c'est fait proférer qui n'a pas Oui. que vin, parce que c'est ça dans cette dimension-là, proférer. Oui. Alors que la plupart des éditions, Alors, à c'est votre ça, avis, là, ça tient à- il y a des très bonnes éditions comme 1960, mais qui ont prospéré. Oui. Puis c'est ça, il faut vraiment Oui, je naviguer comprends. là-dedans. On n'a pas les. Et comment, à votre avis, à quoi c'est dû? C'est des erreurs de copie? Ou c'est des gens qui ont voulu changer le texte ou lui faire dire autre chose? Il y a beaucoup de facteurs. Les imprimeurs, dans ce temps-là, il y en avait qui, je veux dire, Oui. leur méthode, le modus operandi, c'était de se faire dire, puis ils écrivaient, puis ils mettaient les ponts, de faire dire exactement les textes par un autre. Ou ce qui se passait aussi, c'est que, bon, quand il y avait des mots qui n'étaient pas clairs, mais là, ils mettaient en majuscule, puis là, ils se faisaient épeler. Mais là, ça, il y a aussi des mots qui sont. C'est ça, c'est spécifique, là. Mais il peut y avoir des fautes. C'est ça, dans ce temps-là aussi, l'orthographe n'était pas fixe. Établi, oui, C'était pas encore établi fixé, oui. complètement, Oui. c'est ça. Et donc, Il y a eu les dictionnaires des tiers et tout. C'était encore embryonnaire. oui. Il n'y a pas de règle pour. C'est venu, je pense, à la fin du 16e, tout début du 17e, qu'il y a eu des règles pour les imprimeurs par la loi. La peau. Donc, dans le milieu des chercheurs sur Nostradamus, vous vous situez. Alors, donc, bon, il faut d'abord évoquer la mémoire aussi d'un autre grand
maître des recherches sur Nostradamus, c'est donc Pierre Brindamour, quand on reste au niveau du Québec. Alors à votre avis, quel a été l'apport de Pierre Brindamour, qui était un universitaire spécialisé dans l'Antiquité d'ailleurs, en fait, pas du tout dans le XVIe siècle. Pierre Brindamour a fait beaucoup. Enfin, lui, il ne croyait pas. Il était un peu comme les Mésurés, il ne croyait pas que Nostradamus était véritablement un prophète. Mais il avait tort. Mais il a fait beaucoup dans la recherche parce qu'il est allé dans les documents en profondeur de l'époque et il est arrivé à des conclusions qui ont permis de comprendre le sens de plusieurs des mots, de plusieurs des quatrains. Il a fait des parallèles avec des événements de ce temps-là et puis démontrer que Nostradamus pouvait se servir des événements qui avaient eu lieu pour... Mais donc est-ce qu'on peut dire que, parce que bon, la question quand on retrouve la source d'un quatrain, est-ce que c'est une façon de pouvoir rétablir le quatrain dans sa cohérence, est-ce que c'est une méthode de travail de pas trouver un quatrain qui s'est produit avant qu'il soit écrit, mais non, mais la source littéraire, parce que d'après Brindamour et d'autres chercheurs, il semble que vous connaissez les travaux de Chantal Eliaroutsos, vous savez, sur les emprunts au guide des voyages de Charles Estienne. Il y aurait certains quatrains qui auraient été recopiés d'un guide qui énumérerait comme ça des noms de villes, des noms de lieux. On retrouverait exactement la série de ces noms dans certains quatrains. Bon, on fait partie de cette question des sources, c'est-à-dire qu'on retrouve les sources. Après, d'abord, premièrement, ça pose deux questions. Les travaux de Eliaroutsos qui sont parus en 86 posent deux questions. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Nostradamus se serait amusé à recopier, à compiler des guides de voyage? Et puis, deuxièmement, une fois qu'on trouve le texte d'origine, est-ce que s'il ne correspond pas exactement, ou il y a un nom qui a été écorché, un nom de lieu qui a été écorché, est-ce qu'on peut le restituer, ce nom de lieu? Oui, ben, si on prend par exemple... C'est-à-dire le problème de la géographie en général. Il y a Catherine, je pense que c'est 10... C'est ça, il y a Catherine qui est la seule d'ailleurs, vraiment là, ça décrit un tremblement de terre en mai, alors qu'il y a des grêlons qui tombent, des gros grêlons. Ouais. Mais la configuration astrologique est parfaite. Mais ça correspond à une configuration astrologique. Astronomique, enfin astronomico-astrologique. Astronomique, si on veut, Oui. oui, d'accord. Parce qu'en réalité, c'est astronomique. Non, c'est-à-dire qu'on peut relier à des données astronomiques. Vous utilisez l'astronomie comme une référence. Ouais. Alors, c'était quelque chose qui s'est passé en 1549, la configuration astronomique. Donc, on retrouve en 37-55. Alors, c'est ça, ça démontre en fait que les quatrains vont vraiment jusque-là. Oui. Et puis, c'est peut-être la seule... mais c'est ça, Brindamour, lui, a trouvé des correspondances avec le passé. Oui. Mais c'est ça. En donc, fait, le quatrain n'est pas exactement, c'est pas produit comme tel là, en 1449. 1549, vous voulez dire. 1549, oui, c'est ça. Excusez. Le tremblement de terre a eu lieu en juin au lieu d'en mai, puis tout ça. C'est pas exactement. Ah oui, d'accord. C'est pas une description de ce qui s'est passé, Voilà. mais c'est une description de ce qui va venir. Mais il s'est servi de ça comme pour montrer que les quatrains allaient jusque-là, et puis... Qu'est-ce que vous pensez des travaux? C'est banal, un tremblement de terre et des grêlons, finalement, mais chaque quatrain évoque vraiment, dans 90% des événements historiques qui sont importants. Vous me faites penser un peu, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, à la théorie de M. Peter le Mesurier, l'effet Janus, vous savez, lui, il n'arrête pas de chercher des sources anciennes, mais il dit, en fin de compte, pourquoi il aurait mis des choses anciennes? Parce que ces choses anciennes, elles vont revenir plus tard avec les mêmes configurations. Voilà. Donc vous êtes assez proche de sa démarche, même si je crois que vous n'avez pas de très bonne relation avec lui, mais enfin je veux dire... Enfin, lui, il ne croit pas que ça va revenir. Lui, il pense que Nostradamus est un fumiste qui a été chercher ça dans le passé, puis
il a fait à croire Oui. que c'était pour revenir. Mais en réalité, moi je suis sûr que ça revient. Donc, D'ailleurs, vous pensez que c'est une coïncidence quand les on trois re- quarts sont déjà réalisés, c'est l'histoire, vraiment l'histoire contemporaine. Donc, vous voulez dire, monsieur Guernon, que lorsque l'on retrouve un quatrain qui fait allusion de manière assez marquée à un événement antérieur à l'apparition de Mais ils sont Saint-Cyrique, très rares. Je veux dire, ils sont Ils très sont rares, assez les rares. quatrains, où vous avez une configuration Oui. aussi exacte là, qui se reproduit. Là. J'en connais pas d'autres là, qui sont aussi précis, oui, ou qu'on peut retrouver dans le passé. Mais on peut retrouver plein de choses dans le passé, mais c'est des références. C'est ce que Nostradamus connaissait. Ça ne veut pas dire que c'est une copie d'un retour du passé. Ah, donc, vous savez que les deux dans ce premiers- cas-là, oui. Oui. Mais dans ce cas-là, c'était spécifiquement pour faire finalement démontrer que ça allait jusqu'à 35 ans. À votre Parce que avis- beaucoup remettent en question que ça va jusqu'à... Ils voient l'année 37-97 puis ils disent « Ah, mais non, ça Oui. veut dire autre chose. Mhm. Là. Mais là, c'est sûr que ça ne veut pas dire autre chose. à votre avis, Jean Guernon, comment on a, je préfère employer le mot on que Nostradamus, ça fait le coup, déjà, comment est-ce qu'on a composé les centuries, les quatrains? Quelle est la méthode de travail qui a permis de produire une telle quantité de quatrains? Ça, c'est l'œuvre prophétique. C'était par révélation. Il a vu le futur. Oui, mais je veux dire, comment est-ce qu'il a fait pour... et comment est-ce qu'il a transposé ces visions et pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de tellement de quatrains pour le faire, si vous voulez? Parce que c'est quand même énorme comme travail. C'est énorme, mais c'est rien comparativement. Tu sais, il y a peut-être 2 quatrains, 3 quatrains par année. Là. Tu sais, c'est énorme. Mais ce qu'il a vu était énorme, il a vu le futur. Et puis, bon, il a fait les recherches pour chacun. Il a fait des recherches en astrologie là, pour comparer exactement. Et il a fait des comparaisons avec, effectivement, avec le passé, autant pour le passé que pour le Ben futur, oui. pour pouvoir écrire sa poésie, pour pouvoir avoir Oui. des connotations qui permettent à l'humanité du futur de comprendre chacun des rapports historiques avec... Excusez-moi de vous poser une question en passant. Est-ce que, quel rapport y a-t-il entre les quatrains qui sont dans les almanachs de Nostradamus et les quatrains des centuries? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est une autre démarche? Les quatrains des almanachs étaient appelle des faits pour... présages. oui, des présages. Et c'était fait pour... parce que le peuple avait besoin de... Ça n'a pas la même valeur prophétique pour vous. Ah non, ça n'a aucune valeur prophétique. D'ailleurs, il dit au début de chacun des livres, là, des quatrains, des présages, qu'il peut se tromper, qu'il peut faire des erreurs, que c'est astrologique. C'était basé sur l'astrologie. Ah oui, c'est ça. Tandis que ça, ces quatrains-là, c'est basé sur la révélation. Oui. Et il dit qu'il ne peut pas se tromper là-dedans. C'est sûr que c'est inéluctable que ça va se produire exactement. Donc la seule chose qui pourrait faire problème, Grosse c'est différence. la seule chose qui pourrait faire problème, c'est quand le texte a été déformé, c'est ça. À ce moment-là, ça Absolument. trahit la Absolument. pensée de Nostradamus, et c'est ça votre position. Absolument. Mais il écrit aussi de façon obscure, alors c'est important de... Oui, pour que ça soit compris ça peut juste être après que mal compris. l'événement soit arrivé. Alors, si c'est en plus c'est mal copié, alors effectivement c'est... Ça peut être mal copié, mal c'est- compris. Oui. C'est encore plus difficile à déchiffrer. Oui. Mais c'est la subtilité, hein. C'est la subtilité, c'est pas un code ou quelque chose comme ça. C'est la subtilité qui fait qu'on comprend, on peut voir. Après le coup, c'était vraiment un génie. C'est lui le génie, dans le fond. Mais qu'est-ce qui vous fait penser, enfin je pose une question qui vous paraîtra un peu idiote, mais est-ce que c'est pour vous important que les centuries soient de Nostradamus, ou est-ce que, même si elles n'étaient pas Nostradamus, ça aurait quand même une valeur? Pour moi, c'est très important parce que il a reçu la révélation. Alors, si ce qu'il dit est pas exact, à ce moment-là, Non, ça pourrait être... non, mais, oh, mais si c'est un groupe, si ce qu'il dit n'est pas exact, c'est-à-dire si c'est un groupe, c'est autre chose là, qui ont fait un personnage, à ce moment-là, ça tombe, la valeur tomberait, mais c'est tellement bien vu que pour moi c'est impensable, mais c'est une théorie que vous... mais vous-même vous êtes, excusez-moi, vous êtes chrétien, Absolument. Je suis quand on vous entend, on a l'impression qu'on pourrait avoir un débat sur l'historicité de Jésus et les évangiles. Enfin, est-ce qu'il y a un parallèle entre ces deux corps? D'après Nostradamus,
tous les événements de la Bible sont sûrs de se produire. Enfin, il croit beaucoup Et alors, chrétienté. Je veux dire, il était un catholique, un fervent catholique. oui. Est-ce que c'est important qu'il ait été d'origine, d'ascendance juive, à votre avis, pour justifier son prophétisme? Est-ce que c'est Son grand-père, c'est paternel, je crois. Il était juif, mais il s'est converti au catholicisme. Oui, il s'est converti, bien sûr, de Puis, côté. après ça, ils ont été bons. Est-ce que lui, ça a une importance à cause qu'il communique avec ses ancêtres Oui. dans l'au-delà? Ça a une importance, c'est Oui. sûr. Mais est-ce que ça a une importance significative? Toute son œuvre est un manifeste envers la chrétienté. Est-ce que... Alors, une petite question un peu amusante. Quel rapport y a-t-il entre Nostradamus et le Canada? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on parle? Quels sont les premiers textes qui sont parus au Canada, qui montrent un intérêt des Canadiens ou des Québécois pour Nostradamus déjà? Et ça date de quand? Parce qu'on a parlé de Michel Dufresne, mais il y a peut-être quand même d'autres. Bien avant, oui. Quel est l'historique des pas le nom il y a eu d'autres chercheurs qui ont publié, ou des éditeurs. Quelles sont les premières éditions des Centuries qui sont parues au Canada? Moi, les premières que j'ai vues, c'était de Fondbrune. Oui, alors, donc c'est ça dans les années 30, 39, 40, plus tard même. Ah, vous parlez du docteur de Fondbrune, oui. Mais moi, je me suis intéressé peut-être Donc, un peu on parlait tard. des années 80. Donc, mais avant, vous voulez dire qu'il ne serait rien paru au Québec avant ce moment-là? Raoul Auclair, ça c'est 60. Mais ça, c'est pas canadien, ça. C'est pas canadien, Raoul Auclair? C'est canadien, Raoul Auclair? Il me semble. Alors, ça, j'ai une lacune de la connaître. Je ne crois pas qu'il soit spécialement canadien, Raoul Auclair. La Roche-Valmont, je suis pas sûr, non. Mais vous avez peut-être raison. Mais il me semble Raoul Auclair, c'est Ah ben, on vérifiera. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit, à votre avis, sur l'avenir du Canada? Michel Morin, que vous allez rencontrer. Oui. Bien sûr. Ce qu'il a dit sur le Canada, pas grand-chose. Ce qui est possible, c'est que il y ait des missiles qui viennent dans la Troisième Guerre mondiale à venir, Oui. qui viennent exploser au-dessus de Montréal. Ça peut être au-dessus de Portland. C'est 45 degrés. Ah oui, c'est ça, c'est l'appel à latitude. Oui. Mais ça concerne aussi bien l'Europe que... Difficilement. Parce que... Il y a des villes en Europe qui sont à 45 degrés aussi. Ouais. Ouais. Enfin, il y a des raisons qui font qu'on pense que c'est en Amérique. Ah oui, d'accord. C'est comme aussi les quatrains où l'eau bout. Vous savez Le lequel, geyser. là? C'est encore des missiles qui viennent exploser au-dessus des grands lacs parce que à cette latitude-là, ils donnent encore une latitude, ça ne peut pas être en Europe. Il faut que ça soit absolument en Amérique du Nord. Mais il n'y a pas beaucoup de quatrains qui sont en Amérique du Nord, mais il y en a quelques-uns. D'accord. Et puis, c'est pas, c'est pas drôle, mais c'est en à venir. Et puis, c'est ça, on peut se demander là, ce qui se passe avec l'Iran, puis l'Iran qui est en fait le reflet de la guerre contre l'Islam qui va venir dans presque tous les quatrains. Eh oui. Après, ce qui se passe avec la Corée du Nord, qui est aussi, qui fait partie de la lettre à Henri II, là, qui parle de l'Antéchrist, tout ça, c'est des gens qui viennent de l'Asie, qui croient pas, qui sont contre la religion, finalement, c'est un peu dans c'est sûrement une autre génération, mais on peut déjà sentir, voir des signes de ce qui est à venir. Enfin, je diverge un peu. Non, mais on va en rentrer plus dans les questions tout à l'heure. C'est grâce à votre intérêt pour l'écologie que je vous ai retrouvé d'ailleurs. D'accord. Parce que, en fin de compte, votre téléphone, je l'ai obtenu grâce à l'écologie. Donc vous avez une casquette Parti vert écologique. du Canada? Comment? Parti vert du Canada. Oui, c'est comme ça. Autrement, j'aurais pas pu vous téléphoner, je vous avais envoyé des mails, mais on ne se serait pas rencontrés si je n'avais pas vu un certain Guernon qui s'occupait des Parti vert. Et donc, je suppose que ça n'a rien à voir avec Nostradamus, ce que vous faites pour l'écologie. Non. Et puis les gens ne vous connaissent pas spécialement. Je suis candidat du Parti vert. Est-ce qu'ils savent que vous intéressez à Nostradamus ou est-ce que ça Non, n'a pas- non, je ne mélange pas les deux. Voilà, Enfin, c'est pas que c'est incompatible, mais c'est pas.
c'est comme de dire, je sais pas, Oui. un autre métier. Voilà, c'est ça, oui, ce sont deux activités complètement différentes. Vous-même, est-ce que vous-même vous intéressez à l'astrologie, M. Garnon? Vous êtes astrologue? Je Quel est me votre suis rapport intéressé quel est votre beaucoup à rapport l'astrologie dans le passé. Ah oui. Mais depuis Nostradamus, Vous êtes un peu c'est comme ça, Patrice j'ai Guinard. compris. Vous avez comme Guinard aussi, il a quitté l'astrologie pour se passionner depuis 20 ans sur Nostradamus. Mais avant, il ne connaissait que l'astrologie. mais vous êtes un expert en astrologie. Oui, mais Vous connaissez Roudiard. oui, mais bien sûr. Avec, Mais je veux dire que Guinard aussi, c'est quelqu'un qui d'abord il a fait une thèse de doctorat sur l'astrologie. Il a fait beaucoup de choses. Son site Cura était un site consacré à l'astrologie. Ouais, et c'est en me fréquentant qu'il a attrapé le virus Nostradamus. Il s'est aperçu que c'était beaucoup plus amusant et passionnant de travailler sur Nostradamus que de faire de l'astrologie. Concret. Oui, il y a un côté historique, il y a un côté érudition. Le monde y croit, et puis c'est extraordinaire à quel point l'imagination est développée pour cerner des impressions psychologiques, en fait. C'est comme ça que vous... Parlez-nous un petit peu de l'astrologie, Jean Guermont, quand même. Vous avez un point de vue assez sceptique, quand même, quelque part? Oui, moi je crois que plus le monde y croit à l'astrologie, plus ça fonctionne. C'est pour ça que ça fonctionne. Oui. C'est sûr que si on attribue des caractéristiques individuelles à chaque configuration qui influence vraiment à ce moment-là, ça devient une influence réelle. Mais comme ça vient de l'histoire aussi, ça a toujours été comme ça. On a toujours attribué ces influences-là. Mais dans le concret, Nostradamus met en clair que c'est pas un facteur pour deviner le futur, que c'est un facteur, mais même s'il l'utilise lui, pour pas épater, mais entretenir la galerie, si on peut dire. Là, la France lui demandait de faire les présages et tout ça, là, il le faisait, parce que c'était son rôle aussi comme docteur à ce moment-là. Il était très extraordinairement intelligent. Mais est-ce que vous pensez que... Qu'est-ce qui a fait justement le... Parce que Nostradamus aussi c'est un succès de société, enfin je veux dire c'est quelque chose aussi qui est très populaire, Nostradamus. Ce que vous dites sur l'astrologie, vous ne pourrez pas le dire sur Nostradamus quelque part aussi C'est intéressant pour un astrologue d'étudier l'astrologie du temps de Nostradamus et ce que Nostradamus en a fait. C'est comme pour Aleister Crowley, lui aussi était dans la divination, mais il a écrit des livres sur l'astrologie, sur les planètes lourdes surtout. Mais le rapport réel, c'est vraiment, ça vient de... Pour vraiment savoir le futur, seul Dieu connaît le futur. Bref. Oui, donc vous préférez quelqu'un qui a une révélation que quelqu'un qui fait des calculs astronomiques pour croire... Vous préférez l'inspiration d'en haut que simplement l'intellect? Les calculs, ça peut être très intéressant pour situer, mais c'est pas les calculs eux-mêmes qui donnent le futur. Les calculs permettent de le situer, mais le futur lui-même... D'ailleurs, Nostradamus était astrologue lui-même, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Absolument. Et il a tenu à vraiment faire... de ne pas mélanger l'astrologie avec les prophéties, avec ce livre-là des prophéties. Tout le reste de son œuvre, c'est l'œuvre, disons-nous, profane. Tandis que ça, c'est l'œuvre sacrée, si on peut dire. Oui, je comprends, oui. Effectivement, il y a une dichotomie. Même si on peut trouver pas mal de quatrains astronomiques dans les centuries, quand même. Il y en a quelques-uns qui sont assez marquants. Astronomique, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'astrologie elle-même, l'interprétation, c'est autre chose, c'est complètement autre chose. Mais justement, alors là, vous me touchez à un sujet intéressant. Qu'est-ce qui aurait amené Nostradamus à avoir cette double sensibilité? Qu'est-ce qui l'a amené à passer de l'astrologie à une forme d'hermétisme? La divination. Vous pensez qu'il a eu une sorte de révélation à un moment donné dans sa vie? Il a été choisi par Dieu, quoi. À un moment donné, c'est ça, c'est peut-être un astrologue qui tout d'un coup a eu la révélation de laisser l'astrologie pour aller vers quelque chose de plus sacré, c'est ça, vous voulez dire? Mais il n'a pas laissé l'astrologie. Pour autant, c'était comme son job comme médecin, l'astrologie. Oui. Mais il a complètement dissocié de l'œuvre sacrée qu'il avait. Il a tenu à le dire d'ailleurs dans la lettre à son fils.
Mais lui, il voyait pas. Il continuait quand même à faire le rôle qu'on lui demandait. Oui, il avait un travail. Mais il a quand même complètement. Oui. Et bon, on va dans un deuxième temps, on va aborder certaines questions plus compliquées. Mais donc, quelle est la raison pour laquelle ces centuries ont été accompagnées par des préfaces? Quel est le rôle de la prose parce qu'il y a la prose et puis il y a les vers. Comment ça s'articule les uns par rapport aux autres, M. Guernon? Ça présente les textes, ça annonce. Mais la lettre à son fils est vraiment une description de son état d'âme, de son rôle de prophète, et il explique un peu comment. Quelle était son intention, quelle était sa perception au moment où il écrit les prophéties, tandis que la lettre à Henri II parle du futur. C'est comme si ça parlait à un roi du futur. D'accord. Parce que ça parle... c'est après les centuries, presque, on peut dire, parce que c'est après la Troisième Guerre mondiale, mais les centuries vont... empiète aussi sur, recouvre l'autre période à venir aussi, parce qu'il parle des antéchrists, il parle du futur aussi, mais seulement dans les 3 dernières, et beaucoup, alors que, c'est ça, la lettre Henri II aussi parle depuis la création, parle de... Mais en réalité, il se concentre sur la période qui va venir après la Troisième Guerre mondiale. Donc c'est les 3 antéchrists à venir, après ça, l'humanité, tout ça, c'est surtout... c'est ça. Est-ce que, je voulais vous mettre, pourquoi est-ce qu'il y a deux groupes de centuries ça s'est fait en deux... Alors, elles se sont faites en plusieurs fois, les centuries, il y a eu plusieurs... à votre avis, il y a eu un premier volet, un premier train de centuries, et puis un deuxième train. Il y a un premier train de publier, mais il avait écrit les centuries en... Il avait tout écrit dès le départ, c'est ça? Oui. C'est ce que dit Brandebourg. Il avait tout, en 1555, tout avait déjà été écrit, et puis il ne les a pas publiés en même temps. Il y avait des contingences d'imprimeurs. Hein. Ah oui. La première centurie qu'il a publiée, il peut en publier, je pense, c'est 4 centuries qu'il a publiées. 3 centuries et 53 4 trains. C'est ça. Alors, c'était une question de page, d'imprimeur. La deuxième, la 7e était incomplète. Oui. Parce que, d'après Le Mesurier, il y a une très intéressante théorie de Le Mesurier. Oui, on vous écoute. C'était des pages, comme 32 pages pliées en ah oui, c'est le travail des imprimeurs. Ah oui, il y a beaucoup plié le travail des imprimeurs. Il n'y a pas d'espace pour... Mais pourquoi qu'il n'aurait pas publié quand il a publié les 10, c'est ça? Est-ce qu'il y a eu des manuscrits qui ont été perdus? Oui. Parce que c'est ça, on n'a pas les manuscrits originaux de ça. C'est extraordinaire, les enfants. C'est des théories. Et vous, ça doit vous intéresser énormément. Ah oui, mais moi je ne suis pas tout à fait sur la même longueur d'onde que vous, c'est clair. Hein. J'ai une autre façon de travailler, mais j'essaie d'abord de vous donner l'opportunité de vous exprimer. Comment vous faites quand vous avez à faire ces travaux-là, quelle est votre méthode de travail? Comment vous vous mettez au travail pour faire ça? On va essayer de se mettre au bureau de M. Guernon. Comment est-ce qu'il fait pour dire, voilà, il faut que j'interprète, il faut que je fasse un travail sur la 9e centurie ou la 10e centurie. Comment je vais procéder? En tout cas, je prends un petit peu plus de notes que ce qu'on voit dans les 2 pages de votre quatrain, mais ce que je vais faire, c'est que je vais analyser le quatrain, premièrement, essayer de le comprendre, voir les... Après ça, je vais faire une recherche ça peut durer des semaines, dans toute l'histoire universelle, voir si ça s'est passé. Et comment ça s'est passé. Alors là, il faut que vous ayez une certaine mémoire. Ça arrive parfaitement, parce que sinon, c'est pas bon. Oui, mais enfin... Ça peut être rien qu'une occurrence. Alors, oui. Il faut avoir de la patience. C'est ça, voilà. Il faut que vous vous imprégniez parce que si je prends au mot ce que vous dites, alors vous avez la 10e centurie, et après, il faut que vous plongiez dans l'histoire de l'humanité sur plusieurs siècles,
et que de temps en temps, ça fasse tilt, vous dites, tiens, il y a déjà du déjà vu, j'ai déjà entendu ça, et vous fassiez la connexion, vous devez avoir un... Comment vous faites? Alors tout d'un coup, vous lisez quelque chose, c'est pas une chronique. C'est des livres, les chroniques de l'humanité, c'est voilà, des les livres fameuses qui est gros chroniques. comme ça, Voilà. et pas comme ça, puis il y en a 6 ou 7 là, Voilà. qu'il faut regarder, puis Oui. c'est ça, quand on en a fait un, déjà, on a vu d'autres événements, puis ça peut nous revenir, alors c'est plus facile quelquefois de faire le lien. Mais vous devez avoir une très bonne mémoire visuelle quand même, J'espère. de connexion. Enfin, je veux dire, pour vous souvenir qu'il y a un certain... Alors, vous les connaissez par cœur à propos... C'est une question que je vous pose qui est un peu... J'ai souvent envie de poser. Est-ce que vous connaissez par cœur les centuries ou les quatrains Non, pas forcément. Je connais bien, en tout cas, mais je peux pas dire que je connais par cœur. Il y a une espèce de... Et ça, c'est un exercice cérébral, en fin de compte. Donc, on peut dire qu'un tel jour, vous avez fait une bonne pêche, c'est ça? Vous avez fait une bonne chasse, vous avez trouvé quelque chose, vous êtes content. Enfin, je suis jamais content tant que j'ai pas trouvé, mais je trouve toujours. Enfin, à moins que ça soit dans le futur, à ce moment-là, je fais une approximation, mais on ne sait jamais exactement. Ah oui, parce que dans le futur, évidemment. Alors, on peut facilement projeter, disons qu'on comprend ce qu'il dit. Alors, dans certains cas, c'est les quatrains qui correspondent à des choses passées, et dans d'autres cas, des quatrains qui correspondent à des choses futures. Voilà. Donc, c'est pas la même démarche intellectuelle. Puisque le passé, vous avez déjà des documents qui en parlent, et le futur, comment pouvez-vous déterminer par élimination. Par élimination, si le quatrain ne correspond pas au passé, il correspond au futur, c'est ça votre raisonnement? Voilà. Non? Voilà. Donc, par exemple, dans la 9e centurie, par exemple, quelle est la proportion de choses qui correspondent au passé et la proportion de choses qui correspondent au futur? À peu près, je dirais, les 2 tiers correspondent au passé, comme dans la plupart des quatrains d'ailleurs. Il reste le tiers encore à arriver, là. Ouais, les 2 tiers environ. Mais alors là, il y a des quatrains que vous n'avez Oui, peut-être... je regarde exactement. C'est plus ou moins, en tout cas, en général. Il y a des quatrains que vous n'avez pas... qui restent un peu en vrac. C'est du futur. Ce que vous n'avez pas... il y a peut-être des cas où vous n'avez pas vu le rapport. C'est possible. Moi, je dirais peut-être... on fait peut-être des erreurs sur 5% des quatrains. Parce que vous savez, Monsieur Garnon... Oui, je suis très fier. Si je compare à tous les exégètes que je connais, on a fait un merveilleux travail d'interprétation. Ça. Pensez-vous? Oui, sûrement. C'est toujours très bon. Je mélange un petit peu, là. Bon, on va faire une pause. Bon, alors... à votre agilité mentale, il faudrait faire une petite parenthèse en montrant quels ont été vos antécédents intellectuels qui vous ont préparé à faire ce genre d'effort intellectuel, justement. Donc vous me disiez que vous étiez passé par la formation scientifique. Oui, j'ai étudié en biologie moléculaire. Enfin, j'ai commencé en sciences, sciences de la santé au collège, au cégep, ce qui est équivalent, je crois, après, vous appelez le bac ici, c'était le secondaire 5. Après ça, il y a eu le collège. Oui. Vous appelez, c'est complètement différent le système parce que je pense que c'est la maîtrise à ce moment-là, c'est le collège pour nous. Puis le bac, c'est comme l'université, c'est 3 ans d'université. Je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est différent en tout cas. C'est la licence. Ah, la licence, ça? Bon. Alors, on l'appelle Bachelor of Arts. Ouais. Nous, le bachelier, c'est la fin de c'est avant l'université. Et on dit bachelor.
Et en anglais, on dit bachelor pour dire quelqu'un qui a fait 3 années d'université. Voilà. Ici au Québec aussi, on dit ça. 3 années Nous, on d'université. appelle on emploie le mot licencié, Voilà. quelqu'un qui a fait 3 années de fac. Voilà. En biologie moléculaire. Et puis, je faisais la recherche. J'étais à ce moment-là aussi, j'étais déjà aussi un peu politisé parce que j'étais représentant du module de biologie pendant 2 ans Oui. pour l'Université du Québec, sur le conseil étudiant, et puis au collège, aussi au cégep, j'avais été sur le conseil étudiant pendant 2 ans aussi. Mais c'était pas pour un module en particulier, là, pour une discipline en particulier. Mais c'est ça, l'université. Mais c'est ça, la recherche, j'en faisais continuellement. Après ça, c'était du travail à main nue. Et puis, j'en faisais de la recherche dans la nouvelle culture. Alors, justement, cette expression de nouvelle culture, elle ne m'est pas familière. À quoi ça renvoie, la nouvelle culture? La nouvelle culture, à ce moment-là. Je peux goûter un peu de la pizza, si vous Mais voulez. oui, allez. Je vais voir si c'est... Oui, j'en ai pris 3. Non, mais... La nouvelle culture, c'est du début des années 70, enfin de 69 à 78, on a fait le panégyrique de toute la musique qui se faisait à ce moment-là. Alors toute la nouvelle musique. Puis aussi on avait des rubriques sur la culture biologique, sur les doctrines ésotériques, il y avait une interaction aussi, il y avait des artistes qui faisaient des Ça se faisait bandes où? dessinées. Vous À parlez du Montréal. cas. Ah oui, c'est ça. C'était à Montréal. C'était publié dans tout le Québec. On avait un tirage, un petit tirage, mais qui rejoignait tout le monde Vous intéressé. avez un bon souvenir à cette époque. C'était l'époque des hippies, c'était l'époque de tout. Tout s'est fait, tout a changé. À l'époque de mai 69, à partir de là. 68. En 68, d'accord. En France, c'est 68. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Donc, il y a eu cette nouvelle culture qui englobait, qui n'était pas indifférente à l'ésotérisme. Il y avait l'ésotérisme, en faisait partie. C'était une sorte de nouvelle... C'était ce qu'on appelle le New Age, non? Oui, c'est ça. Le New Age, c'était la partie ésotérique de cette nouvelle culture. Et c'est ça qui vous a fait embrayer vous orienter vers cette nouvelle? New Age était quand même un terme général qui ne veut pas forcément dire ce que ça veut dire aujourd'hui. Le New Age est vraiment structuré, défini. Là. Mais ce qui m'a amené à Nostradamus, je ne sais pas ça. Est-ce que je peux avoir un autre Pepsi? Oui, absolument. Et puis, c'est ça, est-ce qu'on a un café peut-être? Oui. Pas rien. Rien Je d'autre? ne suis pas du tout café, moi. Ni café, ni dessert. D'accord. Je vais en garder un. Ouais. Voulez-vous un autre Pepsi? Oui. OK. Est-ce que le steak était à votre goût, C'est monsieur? excellent, oui. Oui. La viande était très bonne. Oui. La viande québécoise, je suppose. Ouais, c'est du bœuf québécois, hein? Oui, donc vous nous parlez de cette nouvelle culture. Et ça vous a amené à l'astrologie aussi, à fin de compte. Au début. Ah oui. Ça m'a amené à l'astrologie, c'est sûr. Est-ce que Tout vous avez connu- ésotérique m'intéressait beaucoup. est-ce que vous pouvez donner quelques noms de personnes qui étaient importantes à ce moment-là, dans le milieu astrologique ou dans le milieu de Nostradamus? Les maîtres. Il y avait Voilà. Roudiard. Il y avait. Comment il s'appelle? Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Ça m'échappe. Putain. Aucun. Alan Aucun. Mhm. Et puis. J'ai fait des programmes d'astrologie. Ah oui? Ah oui? J'ai programmé, oui. J'ai un programme qui marche sur la C'est lumière, vrai? là, que ça dessine les cartes du ciel. C'est vrai? Ça les interprète. J'ai pris les meilleurs interprètes que j'ai. Bon, j'ai pris un peu Crowley pour les Pérotaux. Ah. Le diable, non pas le diable, j'ai pris aucun. J'ai pris qui d'autre? En tout cas, ça fait des progressions, ça fait. Et tout ça marche programmer toujours? ça, Ça sert toujours à déchirer une personne? Si on a Vous savez que ça un vient émulateur d'Amiga, je peux vous le montrer sur un PC. C'est quoi? Si on avait quoi, pardon?
Ça prend l'éliminateur d'Amiga. Oui. Mais vous savez que notre ami Brandebourg aussi avait fait des programmes. Il avait fait des programmes pour calculer les positions astronomiques sur des périodes très anciennes. Est-ce que Il- ça va il- être complet? Oui, c'est parfait. Il avait aussi fait ça. Oui. Alors, On peut fumer à l'extérieur? Pardon? On peut fumer à l'extérieur? je vous en prie, ne vous Ça inquiétez ne pas. dérange pas si je Non, non, pas du tout. Aucunement. Donc on va essayer de reprendre le problème autrement maintenant dans notre deuxième période. La question de qu'est-ce qui fait que certaines personnes se sont mis à se poser des questions sur Nostradamus et avoir des doutes, ce qu'on appelle des sceptiques de Nostradamus. Mais vous savez d'ailleurs qu'à propos que les qu'est-ce que vous pensez justement, alors je pense que vous avez des choses à dire sur ce sujet, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des sceptiques du Québec sur Nostradamus? Parce qu'il y a eu des choses, parce que je dois les rencontrer demain, donc je préférerais savoir un peu plus comment qu'est-ce qu'ils font, quelle a été leur ne peux attitude. pas les blâmer. Je ne sais pas, il faudrait que je veuille les convaincre. Enfin, je ne veux pas dire que je suis le seul. Mais comment est-ce qu'ils peuvent comprendre Nostradamus sans l'étudier à fond, sans Oui. avoir quelqu'un qui l'a étudié à fond? Oui. Ils vont voir les divergences, il y a beaucoup de critiques, et c'est très bien. Pour comprendre Nostradamus, c'est normal. Est-ce qu'il croit en Dieu ou sceptique? Oui. C'est ça. Puis Nostradamus s'est arrangé pour que ces écrits puissent rester, qu'on ne puisse pas les comprendre avant que l'événement se soit produit. Oui. Alors, est-ce que ça reste des interprétations? Les sceptiques peuvent être compréhensifs. Et puis, je ne sais pas, j'aime beaucoup les sceptiques. Pour la plupart du temps, ils ont absolument raison pour la plupart des mythes qu'on voit, mais pour Nostradamus, je ne sais pas c'est quoi leur point de vue. Puis ça ne me surprendrait pas qu'ils aient pas un point de vue. Parce que je regarde tous les interprètes que je connais, puis ils sont loin d'être parfaits. Alors, pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, en aparté, qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir un peu sceptique sur... Il y a plusieurs questions concernant le scepticisme. Il y a la question de savoir si les centuries ont une valeur prophétique. Et il y a trois questions. Est-ce qu'elles ont une valeur prophétique? Pourquoi pas? Qui en est l'auteur? Nostradamus, pourquoi pas? Et quand est-ce que c'est paru? Donc il y a trois questions, c'est un petit peu, c'est une fusée à trois étages. Voyez-vous. On peut très bien dire que les centuries ont une valeur. Moi, a priori, je prends pour acquis que ces trois questions-là ont des réponses très précises. Mais vous moi, je décompose les trois à- questions. Je décompose les trois questions. J'aurais tendance à dire que déjà que la question de savoir si les centuries sont prophétiques ou pas, c'est pas quelque chose que je remets en question. Maintenant, donc parce que après tout, peut-être que il peut y avoir des gens qui ont été inspirés et qui ont fait quelque chose, et le résultat, c'est qu'effectivement, les centuries peuvent servir. Donc, la plupart des gens qui travaillent sur les centuries, ils prouvent que les centuries ont une valeur prophétique. Beaucoup plus qu'ils ne prouvent de qui ça vient et d'où ça vient. Ils prouvent que le texte tel qu'il est connu a une valeur. Donc, moi, je laisse ce questionnement de côté. Parce que, comme vous le disiez vous-même, pour l'astrologie aussi, c'est un domaine d'interprétation, de relation avec les événements, qui peut se prêter à différents points de vue qui sont intéressants. Bon, deuxième question, est-ce que Nostradamus en est l'auteur? Et moi je réponds, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il peut en être l'auteur, c'est la thèse qu'on appelle la thèse posthume, c'est-à-dire qu'il peut avoir laissé à sa mort des documents, des manuscrits, qui ont pu servir de noyau, en quelque sorte, peut-être pas dans leur intégralité, mais qui ont pu servir d'éléments importants. Parce qu'apparemment, comme vous disiez vous-même très justement, il semblerait que dans certains passages, Nostradamus laisse entendre qu'il est un petit peu, il ne veut pas se limiter à faire un travail sur les almanachs. Il ne veut pas se réduire à ça. Il cherche une autre dimension d'écriture. Il le dit dans certains endroits. Et à ce moment-là, oui.
Est-ce que vous avez l'air d'être surpris? Ce serait normal qu'il l'ait reconnu. En disant ah bon, ça veut dire que vous... Non, je sais pas, je sais qu'il écrit beaucoup de lettres. Oui. Et puis, Mais enfin, il y a certains passages, mais on ne va pas rentrer dans le détail, où il laisse entendre... Mais je sais pas si ça, c'est vraiment comme... C'est sûr qu'il faisait dans la recherche au sein d'alchimie, Oui. mais ça, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé, qui est allé dans... Il semble qu'il est... Il semble qu'en parallèle avec son travail, comme vous le disiez très bien, en parallèle avec son travail de faiseur d'almanach, qui était assez laborieux finalement, qu'il faisait très méticuleusement, chaque lunaison, chaque pleine lune, chaque nouvelle lune, il faisait ça de manière tout à fait consciencieuse. Ça c'est indiscutable. Que Nostradamus ait vécu et qu'il était astrologue, c'est pas contestable. Qu'il soit l'auteur des Centuries, à la limite, ça n'est pas non plus un problème si on prend le mot auteur dans un sens large, c'est-à-dire qu'il aurait pu laisser quelque chose qui aurait servi d'embryon à un processus qui est celui que nous connaissons. Mais la question... Oui, c'est ça, son travail parallèle, quand même, c'est sûr qu'il avait déjà... Oui, tu sais, écrire des almanachs, c'est quand même écrire sur le futur, c'est savoir écrire. Est-ce que c'est une formation qui lui a aidé oui. à faire l'œuvre sacrée? Voilà. Oui. Mais aussi, on peut penser qu'en fin de compte, il a peut-être su chercher d'autres moyens d'expression et d'inspiration que l'astrologie pour écrire ses centuries. Peut-être que vous voulez parler de certains passages dans le traité des compétitions où il parle, je pense qu'il parle un peu de cette intuition qu'il avait, qu'il voulait écrire, je veux dire, qu'il voulait, enfin... Quand on lit, je n'ai pas en mémoire tout ça, parce que j'ai pris un peu de distance par rapport à ces sujets, mais quand on lit certains, je crois que c'est dans les prophéties de Couillard, parce que vous savez qu'un des paradoxes, c'est que les prophéties de Couillard, qui sont le meilleur moyen d'attester de l'existence de la préface à César, puisque vous savez qu'on a montré que vous avez dans les prophéties d'Antoine Couillard du Pavillon des choses qui se retrouvaient dans la préface à César. Oui, on a retrouvé des choses qui se retrouvaient, mais est-ce que Nostradamus n'a pas utilisé ça comme... Non, mais justement, on dit que Couillard aurait recopié des passages de la préface à César. Ah, d'accord. Mais, moi, je dis que la préface à César que Couillard aurait recopiée n'est pas celle que nous connaissons. C'est un autre problème aussi. Et donc, par conséquent, il y a dans la préface dans le texte de Couillard, il y a des passages de Nostradamus qui ont été perdus ensuite. Je ne veux pas vous fatiguer avec ça, mais il y a un problème entre le commentaire, les commentaires. Vous savez que moi j'ai fait aussi beaucoup de recherches avant de m'intéresser à Nostradamus. J'ai fait une thèse de doctorat, une première thèse de doctorat sur le judaïsme médiéval, sur les problèmes des commentateurs juifs de la Bible à travers l'astrologie, comme Abraham Ibn Ezra, etc. Bon. Donc j'ai une certaine formation aussi de recherche. Et notamment la question, vous savez que dans l'histoire des textes, parfois on a perdu le texte d'origine et on a gardé le commentaire ou la traduction. Ça c'est très classique. Il y a des textes qui ne sont connus que par les commentaires. Il y a des choses qui se perdent. Donc ils ont été connus soit par des commentaires, soit par des attaques, soit par des traductions. Mais l'original est perdu. Et donc par conséquent, en prenant ce qui dérive du texte, on peut retrouver le texte. Et parfois, ou on peut même inverser en disant que parfois les commentaires des textes ne correspondent pas au texte qu'on a. Mais ça peut être mal cité. Oui. Mais parfois il y a des choses qui sont dans les commentaires, on dit mais pourquoi ce commentaire parle de ça, alors que le texte qu'il est supposé commenter n'en parle pas. Donc c'est des éclairages extrêmes. Et puis des adversaires aussi. Des adversaires qui reprochent quelque chose à quelqu'un, et en fin de compte on se dit mais il lui reproche ça, mais c'est pas ce qu'il a écrit. Donc il y a constamment une espèce de va-et-vient entre le texte, ceux qui attaquent le texte, ceux qui le commandent, ceux qui le limitent, ceux qui le prolongent. Enfin, il y a toutes sortes il y a toute une constellation de textes
s'articule autour du texte que vous étudiez D'accord. et qui éclaire ce texte. Vous avez d'ailleurs une